Bonsoir, Étienne Grieux, je suis le recteur du Centre Sèvres, qui est un lieu d'enseignement et de recherche qui est animé par la Compagnie de Jésus à Paris. Bienvenue à vous pour cette conférence. Nous sommes vraiment très heureux qu'elle ait lieu, alors même que tous les lieux universitaires comme le nôtre sont fermés. Nous traversons une période troublée avec la pandémie qui n'en finit pas, aussi les attentats que nous avons traversés, et puis tous ces débats qui animent la société actuellement autour, par exemple, de la liberté d'expression. Face à cela, ici, nous sommes vraiment convaincus que c'est très important de pouvoir croiser les approches, de pouvoir se parler, d'ouvrir des lieux pour cela. Et nous sommes aussi convaincus que c'est un travail en commun entre les acteurs, entre les différents partenaires de la cité, qui pourra nous aider à trouver des solutions. Et parmi ces acteurs, l'Église, la Compagnie de Jésus, a vraiment quelque chose à apporter, une tonalité à faire entendre. Avec la pandémie, nous traversons un trou d'air, il faut le reconnaître, un trou d'air financier notamment, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre nos projets. Nous avons embauché des nouveaux enseignants ces dernières années et nous continuons à recevoir des étudiants d'une 50aine de pays différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Centre Sèvres ne peut pas tenir tout seul. Il a vraiment besoin de tout un réseau d'amis, de soutien. Il a besoin de vous. Vous pouvez y contribuer en faisant connaître, par exemple, les propositions qui sont faites ici, les enseignements qui sont donnés. Vous pouvez aussi faire un don. Et pour cela, vous trouverez sur le site du centre une rubrique « Nous soutenir » qui vous permet de faire un don via la Fondation de Moncheuil. Un très grand merci à vous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce deuxième mardi d'éthique publique en visioconférence. J'espère qu'il n'y en aura pas trop d'autres par la suite. Tous nos vœux de François Hévé et moi-même à nos fidèles auditeurs des mardis d'éthique publique. Celui de ce soir est consacré à la guerre qui a eu lieu à l'automne dernier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et nous avons intitulé cette conférence « La guerre à l'ombre des grands frères » parce que le rôle joué par la Russie et la Turquie dans ce conflit a été extrêmement important. Hier, le président Poutine a reçu le premier ministre arménien et le président de l'Azerbaïdjan pour voir avec eux quelles seraient les conséquences du conflit sur l'observation du cessez-le-feu, sur le statut futur de la province du Karabakh qui a été pendant une trentaine d'années presque autonome et rattachée à l'Arménie, et pour voir également ce que serait le statut des couloirs qui vont être établis pour permettre aux différentes régions de ces pays séparés de communiquer. Voilà, alors pour nous aider à y voir plus clair, parce qu'il n'est pas très facile d'y voir clair, je remercie deux chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, d'avoir accepté de participer à ce débat. Monsieur Bayram Balchi est chercheur au CERI à Sciences Po. Il travaille sur les transformations politiques et religieuses dans l'espace turc et il dirige depuis le 1er septembre 2017 l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul et il est en direct avec nous d'Istanbul. Et Tigran Yegavian est spécialiste du Moyen-Orient et du Caucase, membre du comité de rédaction de la revue Conflit et chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, je vais commencer par donner la parole à Tigran Yegavian qui va nous expliquer, nous exposer comment les Arméniens ont vécu ce conflit et ensuite, Bayram Balchi fera la même chose du côté turc avant que nos deux intervenants puissent échanger sur les points de vue qu'ils auront exprimés. Tigran, vous avez la parole. Merci, bonsoir Jean-Luc Poutier, bonsoir à tous, à toutes et merci pour cette invitation et cet événement. C'est un petit peu un pari, enfin une gageure que de résumer en 15 minutes le conflit du Karabakh et ses enjeux, mais en montrant des cartes, je pense que ça sera déjà un peu moins difficile pour le commun des mortels, déjà qu'on comprenne qu'on se situe dans la région du Caucase. Le Caucase, qu'est-ce que c'est? C'est la montagne des langues, mais c'est aussi la pointe d'une tectonique des plaques. Vous avez plusieurs empires, plusieurs zones d'influence qui donc se chevauchent, mais qui depuis la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, est une zone sous influence russe.
Donc, de toute cette mosaïque ethno-linguistique, nous avons trois entités étatiques qui émergent donc depuis la fin de l'implosion de l'Union soviétique, à savoir la Géorgie au nord, l'Arménie au sud et l'Azerbaïdjan à l'est. Le conflit du Karabakh n'est pas, proprement parler, un conflit religieux, même si les Arméniens sont chrétiens de rite apostolique et les Azéris sont majoritairement chiites. C'est un conflit essentiellement ethnique, néocolonial, territorial, qui puise donc ses racines dans justement la composition des frontières. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à l'Antiquité, mais du point de vue arménien, le Karabakh, la région de l'Artsakh, comme on l'appelle, hein, le nom arménien du Karabakh, c'est l'Artsakh, fait partie intégrante du royaume historique arménien, de l'Arménie antique médiévale, et comme l'attestent par exemple ses nombreux monastères, ses églises, ses stèles, son patrimoine, son dialecte aussi à part. Donc il y a une vraie identité arménienne et surtout son relief montagneux qui explique aussi la permanence d'un peuplement majoritairement arménien dans cette région montagneuse. En 1921, donc nous sommes 3 ans après la fin du génocide des Arméniens qui a décimé les 2 tiers des Arméniens de l'Empire ottoman. Donc les 2 tiers du peuple arménien sont exterminés. Le tiers restant se situe dans l'Arménie caucasienne, l'Arménie russe, donc qui était sous contrôle russe, mais qui donc va devenir indépendante à la faveur de l'implosion de l'Union soviétique. Il y a un différend entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Karabakh. Et donc, en 1921, à l'époque, c'est le pouvoir bolchevique qui prend le pouvoir, que Staline, qui n'est pas encore donc à la tête de l'Union soviétique, est commissaire aux nationalités, donc décide d'octroyer la région du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan musulmane soviétique. Il fait ça, il fait une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'il donne un gage d'amitié à la Turquie kémaliste, qui est un allié potentiel pour les bolcheviks, ne serait-ce que parce que les deux pouvoirs, le pouvoir de Kemal n'est pas encore reconnu, il est en guerre contre les alliés franco-britanniques, de la même manière que les bolcheviks voient chez les kémalistes un allié objectif et peut-être un futur vassal. Et c'est aussi une manière aussi pour les bolcheviks de gagner l'amitié des musulmans du Caucase et d'Asie centrale. Donc j'enjambe à grande pas l'histoire pour monter jusqu'à 1988. 1988, c'est la fin, c'est la perestroïka, donc c'est le début de l'implosion de l'Union soviétique. Et les Arméniens de la région autonome du Karabakh, qui représentent 75% de la population, ils étaient 94% en 1921, réclament le rattachement à l'Arménie soviétique dans un cadre tout à fait légal, puisque la Constitution soviétique peut éventuellement réexaminer les frontières administratives. Cette demande de rattachement va être refusée. Il va y avoir des pogroms contre des Arméniens dans certaines villes d'Azerbaïdjan, à Sumgait, à Kirovabad, à Bakou. Un chassé-croisé important de populations azéries d'Arménie qui vont fuir l'Arménie soviétique et à peu près 200 000 Arméniens d'Azerbaïdjan qui vont aussi fuir les persécutions, qui vont être donc rapatriés. Et la première guerre du Karabakh, donc, elle va durer jusqu'en 1994. Elle va se solder par une victoire militaire de la partie arménienne, puisque, entre-temps, en 1991, les Arméniens du Karabakh, n'ayant pu obtenir leur attachement à l'Arménie, et ne voulant pas être intégrés à l'Azerbaïdjan indépendante, décident de proclamer leur indépendance vis-à-vis du pouvoir soviétique. Donc il y a une indépendance, il y a une autoproclamation. Certes, la République du Karabakh n'est pas reconnue, mais il y a un pouvoir local qui s'exerce avec tous les embryons, toutes les institutions étatiques, avec un parlement, un gouvernement, une armée nationale, qui vont progressivement se structurer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 1994, les forces arméniennes locales parviennent à conquérir, non seulement à récupérer le Karabakh, mais aussi à contrôler toute une zone tampon. Et c'est les fameux 7 districts azerbaïdjanais donc, qui séparent l'enclave, qui permettent de réaliser la jonction avec l'Arménie, qui permettent aussi d'obtenir une certaine profondeur stratégique, et aussi qui permettent aussi de se doter d'une sorte d'éléments d'échange dans le cadre d'une négociation visant à un statut final entre les Azéris et les Arméniens. Pour l'Azerbaïdjan, cette guerre est un vrai traumatisme puisque
elle perd 20% du territoire reconnu. À peu près 1 million de réfugiés vont fuir, donc Azéris vont fuir ces zones. Et donc, tout au long de la décennie 90-2000, il y a un esprit de revanchisme, un esprit une sorte d'idéologie qui exacerbe la haine des Arméniens comme bouc émissaire de tous les problèmes de l'Azerbaïdjan, et surtout un effort de réarmement systématique conforté par les fruits de la rente pétrolière, puisque l'Azerbaïdjan est un pays riche en hydrocarbures. Donc en 2016, pendant 4 jours, des combats très intenses ont lieu tout le long de la ligne de front entre le Karabakh et l'Azerbaïdjan, et se soldent par des gains territoriaux minimes de la part de l'Azerbaïdjan, et surtout la Russie arrive à négocier un cessez-le-feu très rapidement, puisqu'elle n'a duré que 4 jours. En 2020, là, nous sommes à l'été 2020, il y a eu des affrontements sporadiques, non pas au Karabakh, mais le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans la région du Tavouch, où il y a des villages arméniens qui jouxtent la frontière et qui étaient régulièrement la cible de tirs d'élite azerbaïdjanais. Cette guerre se solde par plusieurs morts azéris, arméniens, de part et d'autre, mais surtout par un climat excessivement belliciste en Azerbaïdjan, puisque là, l'opinion est chauffée à blanc. D'autant plus que des officiers supérieurs azéris sont éliminés pendant cette courte guerre. Qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui suivent cette guerre, ces affrontements? Des manœuvres importantes ont lieu entre l'armée turque et l'armée azerbaïdjanaise dans la région du Nakhitchevan, comme on peut le voir sur la carte, est une exclave azerbaïdjanaise adossée à l'Arménie et qui a 8 km de frontière terrestre avec la Turquie. Donc ce sont des manœuvres conjointes qui sont réalisées par les deux états-majors turcs-azerbaïdjanais. Là, les Arméniens commencent à comprendre que il y a une menace directe sur l'avenir en fait, de la région, mais comment dirais-je, ne font pas plus qu'anticiper, qu'observer ces manœuvres. Et là, on arrive donc au 27 septembre 2020, où tout le long de la ligne de front donc du Karabakh, la ligne de contact, comme on l'appelle, il y a une attaque massive qui a lieu. Et donc, on se rend compte très vite que cette guerre-là qui commence en septembre 2020, c'est une guerre nouvelle, c'est une guerre d'un genre nouveau, à laquelle les Arméniens ne sont pas du tout préparés. Pourquoi ils ne sont pas préparés? Puisque, et je reprends une expression qui est très parlante d'un journaliste de l'opinion, on a assisté en fait à Verdun contre Star Wars. Les Azéris ont montré qu'ils étaient capables non seulement de s'armer, de se doter des équipements adéquats via un partenariat stratégique très fort, très puissant, très étroit avec l'État d'Israël qui leur vend des drones kamikazes de dernière génération contre le pétrole qu'ils importent, via leur alliance avec la Turquie, qui est une alliance basée sur la mantra deux États, une même nation. La Turquie et l'Azerbaïdjan sont turcophones, via l'alliance aussi avec le Pakistan, qui est un allié de l'Azerbaïdjan. Et donc, très rapidement, les Azéris ont l'avantage sur le ciel, puisque ces drones d'une efficacité redoutable permettent de neutraliser les positions et les défenses militaires arméniennes. Les armements de type non conventionnel, bombes au phosphore, bombes à submunition, qui visent essentiellement des objectifs civils, des populations, des zones densément peuplées, provoquent un exode massif des Arméniens du Karabakh. À peu près 90% des Arméniens du Karabakh quittent la République autoproclamée pour aller se réfugier en Arménie. Et pendant ce temps, les chancelleries, le fameux groupe de Minsk, comme on l'appelle, ce groupe de médiation sous l'égide de l'OSCE, co-présidé par la France, les États-Unis et la Russie, n'arrivent pas à négocier un cessez-le-feu. Les Russes tentent de négocier un cessez-le-feu, mais ils n'y parviennent pas. Les États-Unis et les Français de même. Et donc, pendant ce temps, l'armée azerbaïdjanaise arrive à percer le front au sud, c'est-à-dire une zone dont le relief est moins accidenté et qui se trouve le long de la plaine de l'Arax qui jouxte la frontière avec l'Iran. Depuis le sud, ils vont réussir à remonter vers le nord avec pour objectif la prise de Chouchi, ou Choucha en azéri, qui est en fait la capitale historique du Karabakh et une ville qui a une forte symbolique pour les deux belligérants. Donc il me reste encore combien de temps j'ai peut-être dépassé le... Donc, côté arménien, cette guerre est vécue comme la répétition d'un conflit qui a eu lieu en 1920, puisqu'il y a une nouvelle, lorsque les troupes turques kémalistes attaquent l'Arménie indépendante, qui était à l'époque un fragile État donc enclavé, pour
donc récupérer des territoires aussi, et surtout pour se partager donc l'Arménie avec les bolcheviks à l'époque, qui étaient en train de remonter en puissance. Donc ça a été vécu comme une répétition de 1920. D'ailleurs, il y a une coïncidence de date entre septembre 2020 et septembre 1920. Et quand je vous dis ça, pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une nouvelle donne dans ce conflit, à l'évidence, puisque pour la première fois, la Turquie ne se contente pas de soutenir logistiquement avec des conseillers et avec son soutien diplomatique constant l'Azerbaïdjan. Elle participe à ce conflit. Elle participe de façon très, on va dire, évidente, ne serait-ce que par la participation de ses forces spéciales sur le terrain, ne serait-ce aussi par le recrutement de 1 millier, voire 2 milliers, mais ça reste à prouver, de mercenaires djihadistes ou non, essentiellement originaires de Syrie, qui sont recrutés par des agences turques. Et elle participe aussi via donc la maîtrise des airs, puisque l'armée de l'air turque est à la manœuvre depuis la base militaire de Ganja, donc la ville qui est au nord du Karabakh, pour pilonner les positions arméniennes. Donc, pour la première fois, les Arméniens se retrouvent un peu, comment dirais-je, rattrapés par l'histoire. Ils pensaient qu'il n'y avait pas d'ennemis héréditaires, certains, ni d'amis héréditaires. Et là, la Turquie leur fait la guerre avec l'Azerbaïdjan sur le front oriental. Donc, ça a été vécu vraiment comme quelque chose assez traumatisant pour les Arméniens du monde entier, qui se sont sentis aussi excessivement isolés, coupés du reste du monde. Ils ont pensé naïvement que les Russes, en vertu d'une alliance stratégique militaire qui relie Erevan et Moscou, allaient voler au secours des Arméniens, ne serait-ce qu'en encourageant un cessez-le-feu ou en les ravitaillant en armement. Ça n'a pas été le cas. La Russie s'est cantonnée derrière le droit international en prétextant que l'alliance qu'il a liée avec l'Arménie ne concerne que le territoire reconnu internationalement de la République d'Arménie et pas le territoire qui fait l'objet d'un litige du Karabakh. Alors, il faut aussi comprendre que l'Arménie, c'est une défaite qui n'est pas que militaire. C'est une défaite politique, je dirais, une défaite diplomatique. Une défaite politique puisque depuis 1994, les Arméniens, les dirigeants successifs arméniens, dont les premiers étaient issus de la région du Karabakh, justement, ont cru naïvement que le statu quo serait tenable et que le statu quo serait, que le temps jouerait à la faveur des Arméniens. Donc ça, c'était une grande naïveté de leur part de penser que ce statu quo, ces territoires qui contrôlent, c'est comme 11 500 km² avec le Karabakh, seraient éternellement arméniens. Ensuite, défaite politique, puisque on l'a vu que l'Azerbaïdjan a patiemment poursuivi son effort de réarmement et a réussi aussi à faire valoir le droit à l'intégrité territoriale auprès des instances internationales, alors que les Arméniens n'ont pas réussi à faire reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh dans le cadre de ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination ou le droit à la sécession remède, comme on a pu le voir dans le cas du Kosovo ou du Timor oriental. Donc ça, c'est pour la partie politique. Et pour la partie diplomatique, la diplomatie arménienne n'a pas aussi été en mesure de faire valoir ses intérêts et de proposer une issue, on va dire, sur la base comment dirais-je, de concessions mutuelles. Donc ça, c'est pour la partie arménienne. Ensuite, s'ajoute dans une perspective plus large géopolitique, le problème que les Arméniens, c'est un peuple qui est assez traumatisé par la plaie béante que constitue le génocide de 1915 et ils voient chez les Azéris les alliés naturels, héréditaires des Turcs, puisque les Azéris eux-mêmes sont turcophones et sont en partie gagnés par l'idéologie panturquiste et potouraniste. Ce sentiment vu d'Erevan, vu d'Arménie, mais aussi vu de la diaspora, s'explique aussi par le fait qu'il y a eu par le passé des massacres aussi d'Arméniens dans le Karabakh par des Azéris, comme en 1918, à Bakou aussi, en 1918. Tout cela favorise un sentiment d'être encerclé par des ennemis mortels et que, quelque part, l'Occident se moque, si vous voulez, du sort des Arméniens, qui considèrent comme une sorte d'incongruité. Et on a bien vu que malgré la prise de position, la prise de parole du président Emmanuel Macron, qui est le seul chef d'État occidental à avoir désigné, si vous voulez, les belligérants, l'agresseur azerbaïdjanais, puisque c'est une agression de la part de l'Azerbaïdjan, et la participation de djihadistes sur le terrain, l'OTAN, l'Union européenne ne se sont pas vraiment émus
de ce conflit. Il ne faut quand même pas oublier que la Turquie est quand même un pilier de l'OTAN et participe pleinement à ce conflit. L'OTAN n'a pas fait beaucoup d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu. Alors, le cessez-le-feu et là c'est le dernier point, donc intervenu dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020, et ça a été pour les Arméniens un véritable traumatisme parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas informés de la gravité, en tout cas ils n'avaient pas pris la mesure de la gravité du conflit et à quel point les forces en présence étaient disproportionnées, que le rapport de force était totalement disproportionné. Les pertes humaines ont été très, très, on va dire, douloureuses pour la partie arménienne compte tenu de sa taille, de sa démographie. On parle à peu près de 3000 morts militaires. Ce qui, pour l'Arménie, c'est quelque chose, c'est une vraie hémorragie. C'est à peu près un tiers de la classe d'âge et des 18-25 ans qui sont morts au front. Et donc, ce cessez-le-feu qui donc, a été négocié par Poutine entre Aliyev et Pachinian, le Premier ministre arménien, à des conditions léonines pour l'Arménie, puisque les Arméniens ont été obligés de céder donc tous les territoires qui étaient autour du Haut-Karabakh, donc cette zone tampon, les fameux 7 districts, plus renoncer donc à la ville de Chouchi, la capitale historique du Karabakh, qui est tombée ou qui a été prise par les Azéris dans des conditions qui, à ce jour, restent à élucider. Troisième point, enfin, neuvième point du cessez-le-feu, et qui, pour les Rapidement, Arméniens… Tigran, parce que nous allons passer bientôt la parole à Bayram. Oui, dernier point, oui. Je voulais dire que ce qui est vraiment un objet, une sorte de ligne rouge qui a été perçue aussi par les Arméniens du monde entier, c'est que la Turquie a fait pression sur les Russes pour que soit négocié le tracé d'une route reliant le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan et qui transite par le territoire de l'Arménie, à savoir cette étroite bande montagneuse qui sépare donc le nord de l'Arménie de l'Iran, qui s'appelle le Zangezur. Et les Arméniens eux-mêmes sont persuadés que la guerre ne s'arrêtera pas là, que l'Azerbaïdjan a des velléités annexionnistes sur cette région qui historiquement aussi était l'objet d'un litige entre Arméniens et Azéris, afin de réaliser la jonction avec le Nakhitchevan et par ricochet avec la Turquie. Donc il y a un sentiment qu'un étau se resserre et qu'on veut étouffer l'Arménie et que les Russes considèrent les Arméniens déjà comme leurs vassaux, mais que quelque part, l'Arménie n'est plus vraiment une ligne rouge pour les Russes, elle n'est plus qu'une carte qui se joue dans le cadre d'une configuration géopolitique beaucoup plus large où Russes et Turcs sont en rivalité au Moyen-Orient, au Caucase, et de la part de la Turquie, et ça, Alain Badja en parlera bien entendu bien mieux que moi, il y a aussi la volonté de reproduire ce qui se fait en Syrie, c'est-à-dire un condominium russo-turc, c'est-à-dire le processus d'Astana qui est en Syrie, répéter ce même processus, cette configuration à l'échelle du Caucase. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez présenté le conflit tel qu'il a été vu d'Arménie, tel qu'il se situe aussi dans une histoire. Behram Balchi, vous connaissez bien l'Azerbaïdjan, vous avez passé du temps à Bakou, vous êtes maintenant à Istanbul. Alors, du point de vue de l'Azerbaïdjan et de sa population, comment ce conflit a-t-il été vécu? À quelle tradition, si l'on peut appeler ça une tradition, en tout cas, à quel héritage historique se rattache-t-il? Et quel est aujourd'hui l'état d'esprit à Bakou et en Azerbaïdjan? Bien, bonsoir tout le monde. Merci avant tout de m'avoir invité à cette conférence. Ça fait vraiment très plaisir de travailler avec la revue Études et le Centre Sèvres. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble. C'est toujours un grand plaisir. Merci encore à vous tous. En ce qui me concerne, en fait, je ne me place pas du tout dans une perspective de l'Arménie et Azerbaïdjan. Je me considère comme un observateur qui essaie de comprendre un peu la situation du pays ici à Istanbul où je travaille depuis 3 ans. J'ai envie de mettre un peu les choses dans leur contexte, en fait, pour comprendre un peu le couple, en quelque sorte, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan et essayer de comprendre un peu pourquoi cette deuxième guerre du Karabakh a été complètement différente de la première. Mais avant ça, j'aimerais d'abord revenir un peu sur le point de vue azerbaïdjanais. Donc, le point de vue azerbaïdjanais considère que entre 93 et 94, quand la guerre a été perdue, il considère qu'il y a eu beaucoup d'injustices commises vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Non seulement le Karabakh, mais aussi ces districts, ça fait quand même 20% de la population qui ont été, du territoire occupé depuis 1994.
Et en fait, quand on connaît l'Azerbaïdjan, depuis le début, ça a toujours été une question fondamentalement importante pour l'Azerbaïdjan. Il y a une espèce d'unanimité, que ce soit au pouvoir, au sein du pouvoir ou de l'opposition, pour dire qu'il y a une véritable politique nationale de récupérer le Karabakh et les districts. Et d'ailleurs, depuis que le pays est indépendant, depuis la fin soviétique, que ce soit à l'école, à l'armée, dans les médias, systématiquement, il y a une préparation idéologique, militaire, économique pour récupérer, parce qu'ils considèrent que, et c'est vrai que c'est quand même, d'après le droit international, tout à l'heure, Tigran a parlé de ces deux conceptions, donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou le droit à l'autodétermination. Et en fait, il se trouve que le droit international donne droit à l'Azerbaïdjan, c'est un fait. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça, c'est le droit international qui prime. Et là, on a bien vu ces dernières semaines. Donc, s'appuyant sur le droit international, s'appuyant sur les différentes résolutions des Nations Unies qui demandaient à l'Arménie de libérer ses territoires, il y a une préparation par l'Azerbaïdjan et qui a abouti à la guerre qu'on a eue au mois de septembre dernier. Et en fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est là, dans la partie entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, j'aimerais insister sur un premier point qui est la position de la Turquie pendant la Première Guerre et la position de la Turquie pendant la Deuxième Guerre. Pendant la Première Guerre, la Turquie, pour des raisons que vous savez, une proximité linguistique, historique, identitaire, géographique, géopolitique, pour toutes ces questions, même si au niveau religieux, il y a quand même des différences entre la Turquie et l'Azerbaïdjan qui ont quelques différences religieuses, mais cette différence ne compte pas beaucoup parce que les deux pays se considèrent comme frères et comme marqués par un certain sécularisme. Et en fait, pendant la première guerre du Karabakh, la Turquie a apporté un soutien moral, diplomatique, avec un certain évitement, une certaine précaution pour ne pas s'engager d'un point de vue militaire dans la guerre. Pourquoi? La raison, c'est qu'en fait, à l'époque, la Turquie se considérait comme une candidate sérieuse pour l'entrée de l'Union européenne. Elle se considérait davantage comme faisant partie de l'Occident, qui avait une certaine responsabilité, une certaine raison, qui faisait que la Turquie apportait un soutien diplomatique et pas du tout militaire. Et en fait, j'aimerais vous dire maintenant pourquoi maintenant, dans la Deuxième Guerre, la Turquie a apporté un soutien beaucoup plus massivement militaire. La raison à ça, c'est qu'en fait, la Turquie de nos jours et celle d'il y a 20 ans n'est pas du tout la même. La Turquie de nos jours se sent, et là on peut la comparer à la Russie, elle se sent complètement incomprise, rejetée par l'Occident, ça c'est la première. La deuxième, c'est qu'en fait, la Turquie considère que, et comme l'Azerbaïdjan, que pendant longtemps, ils ont fait confiance au droit international, à la communauté internationale, pour qu'une résolution, un règlement pacifique, et en fait, ça n'a rien donné. Le groupe de Minsk, depuis le temps qu'il est là, n'a pas apporté grand-chose. Donc, ils considèrent en fait que puisque c'est comme ça, la seule solution, c'est de passer à l'option armée, à l'option militaire. La Turquie, autrefois, qui se sentait, qui avait une certaine retenue parce qu'elle faisait partie de l'Occident, à l'heure actuelle, ils ont le sentiment en Turquie, en fait, que l'Occident n'a pas tenu compte des considérations sécuritaires et de la Turquie. Donc, on l'a vu, par exemple, il y a une véritable divergence des intérêts en Syrie. Par ailleurs, la Turquie considère qu'elle a toujours été un allié fidèle de l'Occident pendant la période soviétique, pendant la période de guerre froide. Elle a été une espèce de flanc de défense de l'Occident, du monde libre contre l'Union soviétique, et que par contre, chaque fois que la Turquie a besoin de soutien de ses partenaires de l'OTAN, on a le sentiment en fait qu'il y a un manque de solidarité. Ils peuvent donner l'exemple de Chypre, l'exemple de la menace de 1963, il y avait une lettre de Nixon, et beaucoup plus récemment, là aussi, la Turquie considère en fait que chaque fois qu'elle a ses propres intérêts, l'Occident est indifférent. Et de ce fait, il y a eu un soutien beaucoup plus fort à l'Azerbaïdjan. Il faut dire que depuis 25 ans, il y a une véritable coopération militaire entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Il y a dans le sens où l'armée azerbaïdjanaise est soutenue, encadrée, conseillée par l'armée turque. Par ailleurs, pour ce qui est aussi de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, là aussi, je pense que c'est pendant toutes les analyses qu'on a pu lire pendant le conflit, ça a été très peu dit et je trouve que c'est quand même un vrai problème, c'est qu'il y a un souci énergétique pour la Turquie. C'est-à-dire que la Turquie est un pays peuplé, très industrialisé, qui consomme énormément d'énergie. Or, la Turquie importe 95% de son énergie de l'étranger, c'est-à-dire de l'Azerbaïdjan, de l'Iran, de la Russie d'ailleurs. Et l'Azerbaïdjan est un partenaire économique fondamental. Les Turcs ont besoin de l'énergie. De ce fait, c'était aussi une motivation. Par ailleurs, l'Azerbaïdjan, ces dernières années, a aussi beaucoup d'investissements économiques en Turquie.
et de ce fait, la Turquie se sent quelque part le devoir de soutenir l'Azerbaïdjan qui, estime-t-elle, pendant 25 ans, personne n'a rien fait pour que l'Azerbaïdjan récupère ces districts. Je ne parle même pas du Karabakh, mais de ces districts. Dans ces conditions-là, ils considèrent que l'option militaire est quelque part inévitable. Par ailleurs, il y a un autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en fait, pour comprendre la position de la Turquie dans le conflit du Karabakh, il faut vraiment avoir un raisonnement beaucoup plus global, c'est-à-dire mettre les choses dans leur contexte. Dans le sens où c'est la Turquie qui allait massivement soutenir l'Azerbaïdjan dans la guerre du Karabakh. Ce n'est pas que pour le Karabakh, ce n'est pas que pour l'Azerbaïdjan, ce n'est pas que pour les districts. C'est qu'en fait, il y a aussi un jeu géopolitique, géostratégique beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Et là, ça nous amène à parler un peu de la relation entre la Turquie et la Russie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une telle déception de la part de la Turquie vis-à-vis de l'Occident, donc du coup, il y a un rapprochement avec la Russie. Alors là aussi, ça peut paraître choquant parce qu'on parle souvent de la rivalité traditionnelle entre l'Empire ottoman et l'Empire russe, entre la Turquie non soviétique, entre la Turquie et la Russie. Mais en réalité, et ça, je trouve ça un peu triste pour l'Occident, pour le partenariat de la Turquie et l'Occident, c'est qu'en fait, depuis quelques années, la Turquie elle estime que ses soucis sécuritaires sont mieux compris par la Russie que par l'Occident. Et de ce fait, même s'il y a une coopération, en même temps, il y a une rivalité entre la Turquie et la Russie. Et je pense que dans la stratégie de la Turquie pendant la guerre du Karabakh, l'idée, c'était aussi de mettre la pression sur la Russie, bien qu'il y ait un dialogue entre les deux, dans d'autres zones du conflit, pour que la Turquie puisse obtenir un meilleur gain stratégique dans différents conflits du monde. Et là, par exemple, je vais parler de l'exemple de la Syrie. Donc, en Syrie, en fait, il y a un lien évident entre les intérêts de la Turquie en Syrie et la guerre du Karabakh. C'est-à-dire que et là, l'Occident a une certaine responsabilité dans le sens où la Turquie qui a une frontière de 900 km avec la Syrie, la Turquie qui a soutenu, qui comme les Occidentaux était dans une stratégie de faire tomber Bachar parce que c'était un dictateur et l'Occident était en partenariat très clair avec la Turquie. Au moment où les choses sont compliquées, les Turcs ils ont le sentiment en fait qu'ils perdaient beaucoup en Syrie et que l'Occident cessait de les soutenir et de ce fait, les Turcs ils ont été obligés de se rapprocher de la Russie alors qu'ils ont des positions diamétralement opposées. La Turquie est pour le départ de Bachar, alors que la Russie préconise le contraire. Et de ce fait, la Turquie, pour qui en Syrie, il y a beaucoup de gains stratégiques, il y a beaucoup d'intérêts stratégiques, la sécurisation de la frontière, elle estime que c'est en mettant la pression sur la Russie, dans le Karabakh, qu'elle peut obtenir des gains. Et effectivement, même pendant la guerre du Karabakh, on a vu quelques affrontements entre des forces soutenues par la Turquie et la Russie en Syrie. Et la Turquie, qui a soutenu massivement l'Azerbaïdjan dans le conflit du Karabakh, pour elle, c'était aussi un moyen de montrer à la Russie que la Turquie est un acteur important, que la Turquie devait obtenir un certain nombre de concessions en Syrie, où la Syrie qui est de fait une espèce de protectorat russe, et de ce fait, il y avait un lien très fort entre les deux zones du conflit. Un autre terrain qui est aussi à mettre en lien avec la guerre du Karabakh, c'est aussi la Libye. C'est pareil, la Libye, là, les rôles sont un peu inversés. En Libye, la Turquie soutient le gouvernement légitime, donc reconnu par la communauté internationale, alors que la Russie soutient le putschiste, le sécessionniste Haftar. Et là aussi, pour la Turquie, qui a quand même des intérêts économiques importants en Libye, avant la guerre, pendant ce Kadhafi, il y avait quand même 25 000 ouvriers turcs qui travaillaient là-bas, il y avait beaucoup d'entreprises turques, et la Turquie, elle estime aussi qu'en Libye, afin de pouvoir défendre ses intérêts en Libye, un des moyens de mettre la pression contre la Russie, c'était aussi d'aller participer d'une manière massive à la guerre du Karabakh. Et je pense que ça n'a pas été bien perçu en Occident et on n'a pas pu comprendre pourquoi la Turquie d'un seul coup y va comme ça, mais c'était aussi dans le sens où la Turquie est complètement isolée, incomprise par ses partenaires occidentaux. Et on estime, en tout cas, c'est la perception du pouvoir en Turquie, que le seul moyen de faire bouger les choses, c'était aussi de soutenir d'une manière beaucoup plus ouverte l'Azerbaïdjan. Et par ailleurs, pour la Turquie, qui est aussi dans une logique d'affirmation d'une certaine politique autonome, indépendante, et de ne pas dépendre constamment que de ses partenaires parce qu'elle estime qu'elle est une puissance émergente, qu'elle a le droit aussi d'affirmer sa politique dans sa région. Là, c'était aussi la volonté de montrer, comme la Russie, qu'il est capable de défendre ses
ses partenaires, ses alliés, y compris en faisant usage d'un armement assez important, assez moderne. Et comme elle a pu le constater, le tester en Syrie et en Libye, là, la guerre du Karabakh a permis à la Turquie de montrer aussi qu'il y avait des progrès qui ont été faits en matière d'armement et de modernisation. Et c'était important pour la Turquie pour aussi montrer à ses partenaires qu'elle était un partenaire fiable. Il y a aussi une dimension politique intérieure pour la Turquie, c'est-à-dire que le pouvoir, on imagine le président Erdogan fort, dominateur, etc. Je dirais que c'est beaucoup plus complexe dans le sens où il y a certaines vulnérabilités de pouvoir, parce qu'en Turquie, il y a encore une certaine forme d'opposition qui résiste à Erdogan. Et je pense que dans son objectif, le fait de montrer une Turquie forte, puissante et qui est capable de s'affirmer, c'était aussi une façon de séduire son électorat. Évidemment, il n'y a pas d'élection à court terme, mais d'ici 1 an ou 2 ans, il y aura probablement des élections. Donc, il y avait aussi ce calcul dans l'esprit du pouvoir. Alors, pour ce qui est de la Turquie, je voudrais aussi apporter quelques clarifications. Je pense que dans la partie du côté arménien, du côté de la manière dont ça a été présenté en Occident, je crois qu'il y a quand même une exagération des intentions de la Turquie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une logique d'extermination. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'exagération dans l'analyse de la politique turque pendant le Karabakh. Pour la Turquie, c'est évident aussi qu'il y a un calcul aussi géopolitique à long terme. Et là, par exemple, le fait qu'il y ait eu alors je ne sais pas si ça va se confirmer ou pas, en tout cas pour l'instant, on en parle, c'est assez ambigu, l'idée du corridor qui traverserait le Nakhchivan pour faire un lien entre le Nakhchivan et l'Azerbaïdjan. C'est évident que pour la Turquie, ça c'est une question importante, que ça lui permettrait d'avoir une communication, une route ouverte qui irait depuis la Turquie en passant par le Nakhchivan jusqu'en Azerbaïdjan. Et de là, ça ferait une connexion entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Caspienne et le Turkménistan. Et du coup, de ce fait, toute l'Asie centrale. Là-dessus, c'est évident que pour la Turquie, il y a des moyens de pression pour obtenir ce corridor. Et on verra dans les semaines à venir s'il se fait ou pas. Donc, tout ça, en conclusion, j'ai envie de dire en fait que si on devait faire un résumé de ce conflit, de cette deuxième guerre, c'est qu'en fait, la Russie a montré qu'elle était quand même le maître du jeu. Là-dessus, c'est toujours Moscou qui est le maître des horloges. Là-dessus, il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté. Mais néanmoins, il y a une affirmation de la Turquie, et ça, c'est une première. C'est-à-dire que quand on regarde un peu la manière dont la Russie gère son ancien sphère d'influence, elle a toujours été, elle a été acceptée, elle a été obligée de l'influence de l'Occident et de la Chine au niveau économique et politique. Mais c'est la première fois qu'au niveau militaire, la Russie est quelque part défiée dans son propre espace. Et ça, c'est une première. Et je pense que si Poutine a accepté cette concession à la Turquie, ce n'est pas seulement parce qu'il aime Erdogan, ce n'est pas seulement parce qu'il aime la Turquie, c'est aussi parce que pour lui, c'est un complexe, c'est une stratégie beaucoup plus large, beaucoup plus globale, dans le sens où il voudrait utiliser la Turquie pour régler ses comptes avec l'Occident, pour affaiblir l'OTAN, pour affaiblir l'Occident. Et plus il utilise la Turquie, plus il déstabilise l'Occident. Et je pense qu'en Occident, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été très, très bien compris. Et là, on dit que l'arrivée de Biden va changer les choses. Je ne le pense pas. Je pense que Biden ne pourra pas changer fondamentalement les choses parce que c'est aussi la faiblesse de l'Occident, c'est aussi le côté un peu fébrile de l'Occident dans la gestion de ces conflits qui fait que la Turquie se rapproche davantage de la Russie. Et je pense qu'elle soit avec ou quelqu'un d'autre que Erdogan, je pense que ce processus va se poursuivre tant que l'Occident est faible. Et ça, c'est quelque chose qui sera difficile à arrêter et qui va se poursuivre, je n'ai bien peur, dans les années à venir. Merci beaucoup. Je pense que j'ai mis que 15 minutes, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Merci d'avoir respecté ce temps de parole. Vous nous avez décrit en fait un changement très, très profond des alliances et des rapports de force dans cette région par rapport effectivement à une sorte d'antagonisme entre Russes et Turcs depuis le 19e siècle qui était resté dans les esprits et qui là, pour des raisons d'évolution de la situation politique, est en train de changer. Je voudrais revenir vers Tigran Yegabian pour parler un peu, d'une part, de la relation entre l'Arménie et la Russie,
et autrefois avec l'Union soviétique, de quelle nature est cette relation? Est-ce qu'elle est plutôt conflictuelle? Est-ce que les Arméniens pensent qu'ils ont un protecteur à Moscou? Et puis quelques mots aussi sur la situation intérieure de l'Arménie. Vous publiez un article dans la revue Études de ce mois-ci sur cette question. L'État arménien a beaucoup de mal à se structurer et à s'imposer. Oui, absolument. Alors, je profite aussi pour compléter le propos du professeur Bayram Balcı. Il parle des enjeux globaux et le Karabakh a été rattrapé par la globalisation et il est évident que Russes et Turcs ont intérêt à maintenir les Occidentaux, c'est-à-dire les Français et les États-Unis, à l'écart du processus de négociation. Il y a un point de débat, je crois, entre nous qu'il faudrait quand même qu'on comprenne bien aussi le point de désaccord. L'Arménie n'est pas officiellement en guerre contre l'Azerbaïdjan, il faut bien comprendre. Hein. L'État arménien n'a jamais déclaré la guerre contre l'État azerbaïdjan. Ce conflit n'est pas un conflit interétatique, c'est un conflit entre une république autoproclamée, le Karabakh, qui est protégée par l'Arménie, contre l'Azerbaïdjan. Et que je sache, il y a des résolutions onusiennes qui ont été votées dans les années 93 qui demandent le respect de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, mais elle ne s'adresse pas à l'État arménien comme État agresseur. Elle s'adresse aux forces locales arméniennes, c'est-à-dire le Karabakh, les forces locales du Karabakh, soutenues par l'État arménien. Donc, c'est juste un point pour un peu apporter plus de complexifier le débat. Mais je reviens à votre question. Il est évident que la relation entre l'Arménie et la Russie, elle est asymétrique et qu'on n'est pas dans un conflit de nature de clash des civilisations. La Russie, mère de l'orthodoxie, comme une certaine droite française aimerait voir porte-parole des valeurs chrétiennes, ne voit pas les choses de cette façon. L'Arménie, c'est un caillou stratégique, certes, c'est une caserne pour la Russie, pardon, puisqu'elle a sa base, la base 102 russe dans la ville de Gümri, à la frontière avec la Turquie. L'armée russe se déploie le long de la frontière avec la Turquie dans le cadre d'un accord de coopération qui a été signé en 92. Mais la relation arméno-russe s'est complexifiée. Alors, on a eu en 2018 une révolution entre guillemets de velours qui est davantage un mouvement de désobéissance civique qu'une révolution de couleur, qui a apporté au pouvoir un journaliste qui était devenu une figure de l'opposition assez marginale, mais qui était depuis longtemps dans la vie politique arménienne, qui s'appelle Nicole Pachinian. Et là, il y a eu de la part de Moscou et de l'opposition, de l'ancien régime arménien, donc les caciques de l'ancien régime, une volonté de présenter cet événement comme une révolution dite de couleur avec un agenda géopolitique, autrement dit, la mainmise des réseaux Soros et de l'Occident pour faire passer l'Arménie dans le camp occidental. À l'évidence, pour l'Arménie, il n'y a pas d'alternative à la Russie. Il n'y a pas d'alternative pour sa sécurité à l'alliance qui la lie avec la Russie, ne serait-ce que pour des raisons géostratégiques, de son enclavement, de sa situation de guerre avec l'Azerbaïdjan, et aussi pour des raisons énergétiques, puisqu'elle importe la majorité de son approvisionnement en gaz à la Russie. Donc, le problème, c'est que la diplomatie arménienne, le pouvoir arménien qui est en place depuis 2018, qui est un pouvoir donc démocratique, puisqu'il y a eu les élections législatives, qui est un peu plus légitime que les anciens régimes, qui étaient plus oligarchiques, qui étaient marqués donc par une sorte de captation des ressources et qui était assez honni. Il n'y a pas eu une forte professionnalisme, une façon de montrer à la Russie que l'Arménie avait une volonté de résoudre le conflit du Karabakh et d'avoir une vision. Non. Le problème, c'est que Nicole Pachinian, il paye déjà pour les anciens, c'est-à-dire les anciens dirigeants qui ont considérablement appauvri le pays, ne serait-ce que par la captation donc, des ressources et l'émigration massive, puisque l'Arménie s'est considérablement affaiblie par justement ce régime oligarchique. Et donc, j'en viens à la responsabilité, aux responsabilités donc, de cette défaite, c'est-à-dire en partie, bien sûr, Nicole Pachinian, puisqu'il a montré par son dilettantisme, par son amateurisme, que le costume de Premier ministre lui était beaucoup trop large et qu'il n'était pas un homme d'État à même de régler ce conflit. Et ça, vu d'Azerbaïdjan, ça a été très perceptible lorsque, par exemple, le Premier ministre Pachinian s'était rendu au Karabakh en mai 2019, si je ne m'abuse, pour l'intronisation du président local du Karabakh. Il avait dit le Karabakh, c'est l'Arménie. Donc ça, ce discours avait été très mal interprété par Moscou. Mais de là à accuser les Russes de faire payer
au gouvernement Pachinian, entre guillemets, le fait de son dilettantisme, tout cela est une explication qui ne tient pas la route, puisque la Russie est un pays qui est conscient de ses intérêts et qui ne raisonne pas de cette façon. Le professeur Bayram Badiou l'a bien dit, il y a une nouvelle donne qui se fait dans les rapports russo-turcs, et le Karabakh et l'Arménie ne sont plus qu'une carte qui est dans le grand jeu, qui se joue justement entre Moscou et Ankara. Donc, il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui, des problèmes assez urgents. Le premier problème pour l'Arménie, déjà, c'est de sécuriser le pays, puisque maintenant l'Arménie se retrouve avec des frontières qui sont difficilement défendables. La zone tampon, donc les 7 districts, qui entouraient l'enclave du Karabakh, ont été restitués à l'Azerbaïdjan. Et donc, l'armée azerbaïdjanaise s'est déployée tout le long de la frontière sud avec le Zangezur et ne reconnaît pas le tracé de cette frontière. Il faut savoir que cette frontière est une frontière soviétique. Elle n'a jamais fait l'objet d'un véritable tracé de frontière internationale, puisque dès 91, de la fin de l'URSS, les deux pays étaient donc en guerre et que ces régions étaient rapidement tombées sous contrôle des Arméniens. Donc pour les populations civiles qui jouent cette frontière, la situation est excessivement compliquée, excessivement périlleuse, puisque on a par exemple la route qui relie Goris à Kapan, qui serpente, jouxte donc la frontière. Cette route n'est plus praticable en l'état. Là, les Russes donc, se sont déployés, certes, sur des points clés pour assurer la libre circulation des biens et des personnes, mais la question, par exemple, du retour des prisonniers n'est toujours pas actée. Donc, il y a des violations importantes, d'ailleurs, des droits de l'homme de la part azerbaïdjanaise. Il n'en a pas été question hier avec Vladimir Poutine de ce problème du retour des prisonniers. Ça a été soigneusement occulté. Tigran, nous allons repasser la parole à Bayram Balchi parce que vous avez tenu un propos qui me semble très fort. Vous dites la sécurité de l'Arménie dépend de la Russie. Elle ne peut pas assurer sa sécurité sans la Russie. Monsieur Balchi, comment cela se passe-t-il pour l'Azerbaïdjan? Est-ce que la relation est la même avec la Turquie? Quel est l'état d'esprit de l'opinion en Azerbaïdjan par rapport à cela? Alors, d'abord, moi, il me semble, pour avoir vécu 3 ans en Azerbaïdjan, pour avoir suivi le conflit, c'est-à-dire que l'objectif des Azerbaïdjanais, il me semble pas. Je pense qu'on a exagéré un peu l'alliance qu'il y a entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ils ne sont pas dans une logique d'extermination, d'élimination de l'Arménie. C'est absolument pas le cas. Ils sont dans une logique il y a une injustice par rapport à l'Azerbaïdjan, dans le sens où les 7 districts et le Karabakh sont occupés. Et de ce fait, leur objectif, c'était de récupérer les districts. Ça a été une promesse faite par Aliyev après dès qu'il arrive au pouvoir. Donc, c'est une logique de récupération des territoires et non pas du tout de conquête ou de menace des frontières de l'Arménie, pas ça du tout. Et de ce fait, l'alliance qu'il y a entre les deux, je pense que là aussi, il ne faut pas croire que le lien entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, on ne peut pas le comparer au lien entre l'Arménie et la Russie, dans le sens où il me semble que l'Azerbaïdjan est beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant de la Turquie que ne l'est l'Arménie par rapport à la Russie, parce que les deux pays ne sont pas comparables. L'Arménie est un petit pays de 1,5 million maintenant, parce que malheureusement, quand on voyage en Arménie, on va un peu dans les villages, et les villages sont vides parce que tous les hommes vont travailler en Russie à cause des difficultés économiques. L'Azerbaïdjan, ce n'est pas ça. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qui est capable parfois de dicter ses conditions à la Turquie. C'est-à-dire que la Turquie n'est pas en mesure de contrôler, de décider à la place de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, je peux vous donner un exemple très concret. Vous vous souvenez tous quand il y a la volonté de normalisation entre la Turquie et l'Arménie en 2009, quand il y a des protocoles qui avaient été signés à Zurich. Et en fait, les Turcs, à l'époque, dans notre contexte, la Turquie sentait pleinement faire partie de l'Occident, elle était en bon terme, elle avait un soft power qui était remarquable dans toute la région. Il y avait une volonté de la Turquie de reconnaître, d'ouvrir la frontière, de normaliser ses relations avec l'Arménie. Et en fait, là, l'obstacle est venu de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui a montré qu'il était capable de faire des pressions sur la Turquie, des pressions énergétiques, opinion publique, diplomatiques, politiques. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, l'Azerbaïdjan est un État qui est capable de se défendre en quelque sorte. Et je pense que là, le soutien qui a été donné par la Turquie, par Israël à l'Azerbaïdjan a été déterminant dans le conflit. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer. Ça reste quand même une guerre qui a été menée par l'Azerbaïdjan, par les Azerbaïdjanais. Et je pense qu'en Occident, on a trop exagéré.
en présentant la guerre comme la guerre de Erdogan, parce qu'on a dit la guerre d'Erdogan, Erdogan fait la guerre en Libye, en Syrie, au Karabakh, etc. Non, je pense qu'on exagère. C'était vraiment une politique de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est un pays, et là, qu'on aime ou pas, c'est un fait que même si le régime azerbaïdjanais est assez autoritaire, c'est un fait quand même que en 25 ans, depuis la fin de l'Union soviétique, c'est un régime, c'est un État qui a su construire une politique étrangère multidimensionnelle, qu'on le veuille ou non, avec des bonnes relations avec l'Occident, avec la Russie, alors que ce n'est pas évident avec la Russie, des bonnes relations avec l'Iran, alors qu'à la base, c'est quand même très difficile pour les deux pays d'avoir des relations cordiales. Donc, c'est un État qui a su mener une bonne politique énergétique, une bonne politique étrangère, une bonne politique aussi de motivation de la population. Et j'ai envie de dire qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai de dire que l'Azerbaïdjan est un vassal, est un outil, est un machin de la Turquie. Pas du tout. En fait, la Turquie n'a pas toujours les moyens de décider à la place de l'Azerbaïdjan. Elle le sait très bien. Et à l'avenir, je pense que de plus en plus. Alors, c'est quand on dit la Turquie et l'Azerbaïdjan vont créer une espèce d'alliance pan-turquie, etc. Là aussi, moi, je serais beaucoup plus nuancé. Je pense que dans cette alliance qui est entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, je pense que l'Azerbaïdjan, certes, ils ont bénéficié de ce soutien de la Turquie, mais je suis persuadé qu'en même temps, Aliyev n'est pas complètement sur la même sur la même longueur d'onde que Erdogan. Il y a des différences de perception du politique, du religieux. Et moi, je pense que dans les années à venir, Aliyev sera aussi amené à affirmer l'autonomie, l'indépendance, la souveraineté de l'Azerbaïdjan par rapport à la Turquie, parce qu'il ne tient pas à ce que ce soit un protectorat de la Turquie. Et là, je pense qu'il a les moyens, et dans les années à venir, je pense qu'il ne va pas se gêner pour les affirmer. Alors, une dernière question je vous demanderai une réponse brève, s'il vous plaît. J'aimerais répondre à Bayram Baljeut si c'est possible, juste un point. Pardon? J'aimerais répondre à Bayram Baljeut si c'est possible. Rapidement, et puis après, j'aimerais que l'un et l'autre nous disiez si le statu quo actuel est appelé à durer longtemps ou s'il y aura une reprise éventuelle des hostilités. Oui, je m'inscris à son propos, mais j'apporterai juste une petite nuance par rapport à la participation militaire de l'état-major de l'armée turque qui, quand même, était assez présente sur le terrain. On avait des généraux d'État qui étaient sur place. L'armée de l'air turque aussi était aux commandes. Les unités spéciales turques avaient des commandos qui avaient aussi été qui avaient formé des commandos azéris dans des combats de haute montagne. Donc, je pense que oui, évidemment, l'Azerbaïdjan a les moyens de se battre tout seul. Elle n'a pas besoin de la Turquie peut-être pour sur place, mais quand même, c'est la première fois qu'on a un État de droit qui n'est pas un État failli, qui importe des djihadistes. Ça, on l'a peut-être, c'est quand même un fait réel et avéré, et que la participation, le savoir-faire de la deuxième armée de l'OTAN a été aussi assez décisif. En fait, il y a une question qu'il faut se poser aussi, très importante, je crois. Est-ce que l'Azerbaïdjan va répéter la même erreur que les Arméniens en 94 ils ont fait? Quelle a été l'erreur des Arméniens en 94? C'est de confondre victoire militaire et victoire politique. Ils ont pensé qu'en ayant sur le terrain des gains territoriaux, en sanctuarisant bon an, mal an ces territoires, ils allaient avoir le temps avec eux. Et je crois que si ces deux camps se positionnent dans des postures maximalistes, effectivement, il y a à craindre que ce conflit est appelé à durer. Monsieur Balci, statu quo ou évolution politique, diplomatique ou reprise des hostilités? Reprise des hostilités à court terme, je ne crois pas. Je ne pense pas parce que pour l'Azerbaïdjan, en tout cas de la part de l'Azerbaïdjan, je ne le pense pas parce que pour eux, il y a l'objectif qui est atteint. Je pense qu'ils ne sont pas dans une optique maximaliste de récupérer ou de dominer. D'ailleurs, on l'a bien vu, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais pratiquement pas d'attaque contre l'Arménie, mais c'était que pour des affrontements dans les districts qui appartenaient à l'Azerbaïdjan et pour essayer de les récupérer au Karabakh. Mais des attaques contre l'Arménie même, il n'y en a pas eu et je pense que ce n'est pas leur objectif. Donc, je pense que ça va être encore un conflit qui va être maîtrisé, arbitré par la Russie et la Turquie dans les années à venir. Je ne suis pas dans une... Je pense qu'au contraire, c'est-à-dire que s'il y a un vrai travail qui est fait par la Russie, par la Turquie, par l'Arménie, par l'Azerbaïdjan, avec l'implication de l'Occident, je pense que l'Occident, certes, il est un peu out, mais il a encore des moyens de revenir dans le jeu et c'est important, il faut qu'il revienne. Je pense qu'au contraire, ça peut créer une nouvelle atmosphère, un nouveau contexte pour qu'il y ait, et à mon avis, par exemple, pour ce qui est de la question de la normalisation entre la Turquie et l'Arménie et l'ouverture de la frontière, moi j'y crois et je pense que ça peut donner une meilleure chance de ce fait parce qu'il n'y aura plus le blocus, il n'y aura plus le veto de l'Azerbaïdjan. Donc ça peut être aussi le début d'une certaine normalisation et qui avait été pensée, voulue sérieusement, d'une manière très motivée par la Turquie, mais qui n'a pas pu aboutir. Et je pense que dans les années à venir, ça pourrait être une nouvelle opportunité de la réaliser.
Bien, merci, un grand merci à vous deux pour nous avoir permis de mieux comprendre, pardon, les enjeux de ce conflit, pour nous avoir aussi donné des perspectives de développement. À l'évidence, il se joue là une partie qui déborde les simples États arméniens et azéris, et c'est un peu de la globalisation qui se répercute aussi dans cette région. Est-ce que les Occidentaux seront présents dans la suite des discussions, des négociations? L'avenir nous le dira. En tout cas, merci de nous avoir bien et clairement montré tous les enjeux de cette guerre qui, comme toutes les guerres, a été horrible, avec des massacres, trop de morts, et dont nous espérons tous, je crois, qu'elle ne reprendra pas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Alors, pas tout à fait au revoir. Nous avons encore, je reprends la parole. Nous avons en principe encore une demi-heure environ pour un Pour échange parler du... Pardon. de questions. C'était la première partie que Jean-Luc a conclue, la partie qui, en principe, pourrait se retrouver sur RCF. Donc, c'est une fausse conclusion. Voilà. Donc, nous pourrons continuer la conversation et donner davantage possibilité de s'exprimer à ceux qui ont suivi vos interventions. Les questions, nous ne prenons les questions que par écrit. Parce que ça permet comme ça de trier un peu les choses. Il y a eu beaucoup de réactions, vous avez pu le voir, hein, les intervenants. Vous pouvez prendre quelques instants pour regarder les différentes interventions. Dans ces interventions, il y a eu déjà des questions qui ont été posées, donc à l'un ou à l'autre, pour être l'occasion de revenir là-dessus. Donc, je propose aux participants de poser les questions par écrit en utilisant la fonction qui doit s'appeler converser sur votre ordinateur ou chat ou l'équivalent. C'est une petite icône rectangulaire qui se trouve en bas et qui vous permet comme ça de taper votre question en indiquant si possible à qui elle s'adresse, mais enfin, laisse toute liberté aux intervenants de prendre la question qui lui convient. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà, Tigran ou Bayram, déjà repéré des questions. Donc merci de ne pas trop encombrer le chat avec vos échanges, vos commentaires, en tout cas de s'en tenir plutôt à des questions à nos intervenants. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà repéré des questions et si vous avez déjà des éléments. Il y a beaucoup de commentaires surtout en fait. Bayram, oui. Mais je crois qu'il y a surtout des commentaires qu'il y a en fait. C'est plutôt des commentaires, oui, c'est pour ça que là j'ai vu qu'il y avait quelques questions à Tigran qui, voilà, plutôt vers la fin, mais effectivement c'est beaucoup de commentaires. Alors je ne sais pas si ça vous inspire des réflexions. Alors, il y a une question pour Tigran. Que pensent les Arméniens et ceux du Haut-Karabakh et M. Pachinian de la proposition de Vladimir Poutine d'ouvrir les frontières économiques, routes et chemins de fer? Est-ce une alternative positive pour la paix? On ne vous entend pas, Tigran. Le micro. Vous m'entendez? Voilà, oui, c'est bon. Voilà. Je dis, il y a un débat en Arménie à ce sujet. Déjà, le statut du Karabakh n'est pas réglé. Le Karabakh est certes moribond, mais il demeure en fait. Donc avec ses institutions, même s'il a été amputé de 80%, 75% du territoire, hein, puisque le Karabakh tel quel, la région autonome du Karabakh demeure avec ses institutions, donc est appelé à devenir un protectorat russe, à mon avis, sur le modèle de l'Ossétie du Sud ou de l'Abkhazie. Donc c'est un peu le point de vue des Arméniens du Karabakh. Pour ce qui est de l'ouverture des voies de communication, on pense que, vu d'Arménie, que ce n'est pas une mauvaise idée si ça permet de désenclaver l'Arménie. Voilà, le problème, c'est les garanties de sécurité. Par exemple, si la Turquie et l'Azerbaïdjan donc, opèrent une jonction via cette route, on parle d'une route, je ne sais pas comment elle va être matérialisée. Il est question que cette route va être surveillée par le FSB, hein, pas par l'armée russe, mais par les services secrets russes pour
pour la sécuriser, la contrepartie serait une voie de chemin de fer reliant l'Arménie à la Russie. Ça pourrait servir aussi les intérêts de l'Iran, dont on n'a pas parlé au cours de nos échanges. L'Iran, qui est un pays qui compte aussi dans ce conflit, qui est un acteur de ce conflit, puisqu'il y a à peu près une population pour de 20 millions d'Azéris en Iran. L'Iran qui avait, lors du premier conflit, soutenu un peu les Arméniens, disons qu'elle était dans une neutralité bienveillante, et là, au cours du dernier conflit, elle était plutôt se rangeait plutôt derrière l'argumentaire azerbaïdjanais. Donc, le problème, c'est qu'en Arménie, vous n'avez pas de pouvoir légitime. Tant qu'il y a cette zone d'ombre sur l'avenir, donc l'avenir est plombé en ce moment, donc vous n'avez pas d'État digne de ce nom. Alors, je vous parle, et il y a une vraie confusion en Arménie, donc cette confusion ne participe pas, si vous voulez, à l'élaboration d'un débat serein, puisque les Arméniens maintenant sont obsédés par la hantise des membres de la disparition, et aussi elles cherchent des coupables, des boucs émissaires, et voient des traîtres partout. Et c'est pour ça que c'était très difficile justement de débattre sur l'avenir du Karabakh dans les années 90, lorsque le président, l'ancien président Levon Ter-Petrosyan avait proposé un plan de règlement du conflit sur la base de concessions mutuelles. Donc, je crois que l'Arménie est prisonnière aussi de la mémoire du génocide, et elle voit partout un danger, on va dire. Le panturquisme, ça n'aide pas. Je crois que si l'Azerbaïdjan n'était pas turcophone, les choses seraient beaucoup plus simples quelque part. Puisque l'Azerbaïdjan n'a pas participé directement au génocide de 1915, même s'il y avait des idéologues azéris qui étaient panturquistes et qui étaient très motivés justement par le projet d'union panturquiste. Il y a deux questions là pour Tigran, mais j'espère qu'il y aura aussi des questions. Le statut actuel du Karabakh, je pense que c'est rapide. Et puis, est-ce que la Géorgie a une position, quelle est la position de la Géorgie? Alors, par rapport à la Géorgie, c'est assez intéressant parce qu'en fait, pour ce qui est de la Géorgie, Tigran, je peux répondre, ça va? Bien sûr, bien sûr. Oui. En fait, par rapport à la Géorgie, moi, c'est une position assez compliquée pour eux, mais on a eu le sentiment, en fait, et peut-être que ça peut être complété par Tigran, que la Géorgie, pendant cette conflit, en fait, elle a essayé de limiter un peu, de ne pas trop s'impliquer dedans, mais il y avait quand même une espèce un positionnement qui était plutôt favorable à l'Azerbaïdjan, dans le sens où il me semble qu'il y avait eu, ils ont fait attention à ce qu'il n'y ait pas de transit de combat d'armement qui traverse la Géorgie pour aller en Arménie, au Karabakh. Donc, on a le sentiment, en fait, qu'ils sont plutôt dans une logique pro-azerbaïdjanaise parce qu'ils ont aussi des conflits qui leur sont qui sont pareils, par rapport à l'Abkhazie, par rapport à l'Ossétie. Il y a une certaine solidarité entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Et on l'a vu pendant ce conflit, même s'ils ont essayé de faire attention, il ne faut pas trop s'impliquer parce qu'ils ont quand même d'autres soucis en ce moment. Ça, c'est la première. Par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure aussi sur je crois qu'il y avait une question par rapport aux déclarations de Aliyev. Bon, là, je pense qu'après, on tombe dans des questions de polémique, ce n'est pas trop la peine. Par rapport à l'Iran, là aussi, on a vu comment, et là, je pense que du côté arménien, et je trouve qu'il y a une espèce de naïveté ou de manque de problème de discernement de l'évolution du contexte régional depuis le début de la première guerre du Karabakh. C'est-à-dire que je pense que les analystes, les politologues ou les personnalités politiques en Arménie n'ont pas vu comment le contexte a changé, a évolué d'une manière pas du tout favorable à l'Arménie. Et l'exemple type, c'est comment l'Iran, qui était quand même dans une position beaucoup plus très largement pro-arménienne pendant la première guerre, là, a changé de position et est devenu pratiquement pro-azerbaïdjanais. Et là, je pense que l'évolution, on l'avait déjà constaté depuis, et ce n'est pas du tout récent, depuis déjà 10 ans, on change un peu, on constate un peu ce changement en Iran. Et dans la partie arménienne, je pense qu'on n'a pas vu venir les choses, et quelque part, c'est ce qui explique aussi un peu comment la guerre a été perdue d'une manière assez facilement. C'est tout en ce qui me concerne, mais je crois que les autres questions, c'est plutôt des commentaires en fait. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de commentaires. Ah oui, notamment, par exemple, les commentaires sur les propos du président Erdogan à Aliyev qui revendique le Zangezur, le lac Sevan. Et puis, ils ont évoqué aussi, lors de la parade de la victoire à Bakou, le souvenir du beau-frère d'Enver Pacha, Nouri Saïd, qui avait
qui est donc Nevin Pacha, qui est un des co-responsables du génocide arménien. Et donc, cette fameuse armée de l'islam qu'il avait mis sur place en Azerbaïdjan pour opérer la jonction avec l'Anatolie turque. Donc ça, c'est vrai que l'évocation de tout ce souvenir, ça rappelle donc le génocide de 1915 et ça alimente, si vous voulez, cette hantise de l'anéantissement des Arméniens qui sont considérés comme une sorte d'incongruité par les Turcs et les nationalistes turcs et les nationalistes azides. Il y avait une question sur le statut du Karabakh, c'est bien ça. Oui. Quid du statut actuel? Le Karabakh donc demeure dans l'État une république autoproclamée non reconnue, même par Yerevan, mais il y a encore une administration sur place qui, tant bien que mal, essaie de pallier donc aux situations urgentes, c'est-à-dire le retour des réfugiés. À peu près 45 à 50 000 des 90 000 réfugiés sont rentrés à Stepanakert. Le problème, c'est que ils se retrouvent dans une frontière, dans un territoire réduit à sa portion congrue, si vous voulez, puisque Stepanakert, la capitale du Karabakh, elle est même pas à 10 km de Chouchi. Donc, il y a cette hantise que des saboteurs, des groupes s'infiltrent, etc. Donc, il y a cette priorité, donc c'est sécuriser, repeupler, encourager le retour des réfugiés. Et puis, quid de l'avenir de ce statut, puisque vraisemblablement, l'Azerbaïdjan n'est pas prête à renoncer à sa souveraineté sur la région du Karabakh même, historique, c'est-à-dire l'enclave. Et c'est pour ça que pendant 30 ans, on n'a pas réussi aussi à sortir de cette impasse diplomatique, puisque les deux camps étaient dans des positions maximalistes. Il n'était pas question aussi de reconnaître l'indépendance du Karabakh. Donc moi, je vois surtout une évolution vers un scénario à l'Ossétie ou à l'Abkhazie. La question, c'est de savoir est-ce que les Russes qui sont sur place, et donc c'est vraiment pour eux un gain stratégique incontestable. Et dans cela, l'Azerbaïdjan n'est pas le grand vainqueur du conflit qu'on croit, puisque quand même, depuis la fin, en définitive, c'est la Russie qui a sonné la fin de la récréation, et ce sont des troupes russes qui sont déployées sur le territoire reconnu internationalement comme un territoire azerbaïdjanais. Je crois que donc on s'oriente vers la répétition d'un scénario à l'abkhazienne et que les Arméniens du Karabakh vont devenir russes, ils vont avoir un passeport russe. En tout cas, c'est pour eux bien plus, pour leur intégrité et leur sécurité, c'est bien plus profitable d'être russe que de recevoir un passeport azerbaïdjanais, comme l'histoire malheureusement l'a montré. Peut-être, je pense vous avez mentionné l'Ossétie et l'Abkhazie, peut-être dire un petit mot rapidement sur le statut de ces, qu'on connaît mal finalement, de ces deux régions de la Géorgie qui se sont rendues indépendantes de certaine façon. Peut-être quelques mots là-dessus, parce que ça peut donner peut-être un point de comparaison, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vas-y, je crois que tu connais mieux que moi, vas-y. Non, vas-y, à toi l'honneur. Bon, l'Abkhazie et le Sud, si vous voulez, c'est un peu compliqué de résumer ces deux conflits, deux irrédentismes nationalistes, mais qui sont des républiques en carton-pâte en quelque sorte. Hein. Ce sont des régions séparatistes qui ont été intégrées de force dans la Géorgie soviétique à l'époque de Staline, et c'est un peu le même cas de figure pour le Karabakh qui dès 89-90 ont voulu échapper donc au contrôle de Tbilissi. Sauf que la différence du Karabakh, dans le cas de l'Abkhazie, il y a démographiquement parlant, les Abkhazes sont même pas majoritaires. C'est une région qui est très mixte en peuplement. Il y a beaucoup d'Arméniens notamment et de Russes. Donc, ce sont des républiques, on va dire, en carton-pâte, sans aucune condescendance ou mépris de ma part, hein, mais pour dire qu'elles ne sont pas viables en tant qu'entité souveraine ou qui sont quasiment de facto intégrées à la Fédération de Russie. De la même manière que l'Adjari, la région d'Adjari, qui est la seule région qu'on voit au sud de la Géorgie, qui est la seule région musulmane de Géorgie, est fortement intégrée économiquement, politiquement à la Turquie. Donc, je crois que les Géorgiens, et là c'est très intéressant parce que ça ouvre un autre débat, c'est la question qu'on doit se poser aussi. Est-ce que territoire rime avec la puissance ? Est-ce que la superficie d'un territoire rime avec la puissance ? Regardez l'exemple de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. En 1994, le PIB de l'Azerbaïdjan et le PIB de l'Arménie sont relativement proches. L'Arménie réalise un gain territorial de 10 000 à 11 000 km², sauf que l'Azerbaïdjan, qui perd 20% de son territoire, va considérablement s'enrichir avec ses éoléoducs, son gaz, son pétrole, et va se réarmer, va gagner en puissance. Or, l'Arménie, qui a étendu son territoire, va s'appauvrir considérablement du fait de l'impéritie de ses élites notamment. Pour ce qui est de la Géorgie, c'est pareil, la Géorgie perd. Elle paye le prix de son indépendance vis-à-vis de la Russie
en cédant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud de bon gré mal gré, mais elle aussi en s'intégrant dans l'OTAN, enfin, de façon implicite, mais dans la sphère occidentale euro-américaine, elle va aussi gagner sa montée en puissance. Donc, le grand, si vous voulez, c'est intéressant de voir cette, je pense, de cette dialectique territoire-puissance et que l'Arménie, quel avenir pour l'Arménie? Est-ce que son avenir et son destin est scellé avec celui de la Russie ou est-ce que l'Arménie doit se réinventer, c'est-à-dire avoir le courage aussi de s'approcher de la Turquie? Puisque finalement, il faut raisonner en État et la grande faiblesse de l'Arménie vis-à-vis de ses voisins, c'est qu'elle n'a pas de culture étatique. Vous voyez, l'Arménie ne se pense pas comme un État. Elle a beaucoup de mal à. C'est son histoire qui le montre. L'Arménie n'a pas une expérience de souveraineté, contrairement aux Géorgiens, même aux Azéris. Et il manque beaucoup cruellement l'Arménie des hommes d'État qui ne raisonnent pas donc de façon messianique. Et puis bon, le génocide n'a pas aidé, il faut le dire, pour que les Arméniens se pensent différemment. Je pense qu'il faut vraiment poser les termes. L'Arménie paye, si vous voulez aussi, cette défaite du fait du manque de culture étatique. Mmh. Oui, Bayram, ce que vous nous montrez aussi, c'est que les frontières héritées de l'Union soviétique restent très instables, que ce soit dans le Caucase, en Ukraine, les conflits qui vont survenir. Est-ce que les conflits qui vont survenir désormais seront souvent liés à ces questions de manipulation frontalière que Staline ou même Khrouchtchev avaient faites sous le régime soviétique? On ne peut pas généraliser parce que quand on regarde en Asie centrale, en fait, les frontières, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Quand on regarde les 5 républiques d'Asie centrale, contrairement au Caucase, en fait, non, les frontières entre le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, dans l'ex-URSS, c'est plutôt assez stable. Ce sont les peuples caucasiens qui sont un peu des perturbateurs depuis toujours, en fait. C'est vraiment quelque chose d'à part, alors qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de contestation. Les rares conflits qu'il y a eu en Asie centrale, ce n'est pas sur les frontières, c'est plutôt le statut des minorités. On a vu ça un peu entre Kirghizes et Ouzbeks, mais globalement, ça se passe plutôt bien, en fait. C'est dans le Caucase que c'est problématique. Oui, la question se pose, une question est posée dans le fil, quelles pourraient être les instances ou les moyens ou les lieux de réconciliation. Bon, en Europe occidentale, on a connu des conflits épouvantables dans l'histoire récente, mais à un moment donné, il s'est trouvé des personnalités qui ont été capables de tendre la main et d'entamer une démarche de réconciliation. Est-ce qu'on peut envisager, c'est un peu tôt évidemment pour répondre à la question, mais une démarche de réconciliation qui sort de cette posture binaire qu'on voit à travers les commentaires Alors oui, moi j'aimerais parler du travail, si c'est possible, des sociétés civiles turques, azerbaïdjanaises et arméniennes. Alors le souci, c'est qu'il y a eu des efforts quand même par des organisations, des ONG pour faire dialoguer les sociétés civiles. Le problème, c'est qu'on parle d'un État démocratique, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui est quand même classé par Reporters sans frontières à la malheureuse 168e rang. Donc on parle quand même d'un régime autoritaire verrouillé. Dans lequel, même si c'est vrai, il faut reconnaître que la question du Karabakh, elle est consensuelle, elle est transpartisane et que l'opposition azerbaïdjanaise, elle est tout à fait rangée derrière le régime d'Aliyev. Mais à l'évidence, l'Azerbaïdjan aussi traversé par ses propres problématiques, ne serait-ce que le traitement de la minorité lesbienne, Talish, tout cela pose un vrai souci. Donc voilà, je pense que tant qu'il y a ce blocage autoritaire en Azerbaïdjan et en Arménie, l'absence d'un État avec des vraies institutions, les démarches entreprises par les sociétés civiles resteront malheureusement résiduelles, mais c'est une piste aussi à prendre en considération. Mmh. Oui, et Bayram, que pense Bayram de ces possibilités Moi, quand on regarde un peu, effectivement, quand il y a eu les belles années de dialogue entre la Turquie et l'Arménie à propos de la question de la normalisation, il y avait régulièrement des ONG turques et arméniennes qui se rencontraient en Turquie ou en Arménie ou en Géorgie. Moi, je pense que la même chose on peut très bien aussi imaginer la même chose, probablement peut-être pas tout de suite, mais entre Arméniens et Azerbaïdjanais. Je pense qu'il ne faut pas être complètement pessimiste, ça peut venir, mais ça demande aussi le travail, le soutien de tout le monde, de toute la communauté internationale, la Russie, l'Occident. Mais c'est un travail de longue haleine et pour l'instant, je pense que
il faudra d'abord passer par un statut du Karabakh et à partir de là, il y aura peut-être une possibilité de dialoguer. Mais en même temps, c'est aussi dans le contexte international, c'est pas que là-bas, c'est aussi, on a tellement de conflits dans le monde que on a le sentiment en fait que les idées, enfin les sentiments nationalistes, identitaires sont très forts partout et que malheureusement le contexte international pour l'instant ne donne pas une telle possibilité, mais tout est possible dans les années à venir. Bien, ça c'est une... ça laisse la porte ouverte à certaines espérances. Je ne sais pas si quand vous regardez rapidement, il y avait une question sur les réfugiés. Alors, Oui. Azéri qui avait fui l'avancée arménienne en 92 et les réfugiés arméniens aujourd'hui, où est-ce que ça en est, ça? Alors, c'est une question qui est très importante parce qu'en fait, pendant toute la période depuis la première guerre du Karabakh jusqu'à nos jours, une des questions fondamentales, c'était effectivement la question des réfugiés. Ça aussi, alors Tigran a dit tout à l'heure, il y avait 1 million de réfugiés. Effectivement, il y avait des réfugiés qui étaient partis d'Arménie, Azéris qui étaient partis d'Arménie ou du Karabakh ou des districts occupés. Donc, ça faisait quand même entre 800 000 et 1 million. Et je pense que c'est une question fondamentalement importante pour les Azerbaïdjanais. Mais pour l'instant, pour récupérer, pour envoyer ces réfugiés ou leurs descendants, parce que c'était quand même il y a pas mal de temps dans les districts, je pense que c'est difficile à faire dans court terme parce qu'il y a tellement, il faut tout reconstruire. C'est-à-dire que, et pour avoir visité traversé la ville de Hardam, il ne reste plus rien. C'est-à-dire qu'il y a le temps de poser les infrastructures, de reconstruire, de permettre aux gens de retrouver chez eux qui n'existent plus. Donc je pense que ça prendra beaucoup de temps. Mais pour la légitimité du pouvoir à Bakou, c'est une question cruciale et je pense ils vont le faire, ils vont mettre les moyens, mais ça prendra beaucoup de temps et, et c'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais ils ont déjà commencé à faire des routes. Je pense que pour la stabilité, pour la longévité du régime, je pense qu'ils le feront et ils se donneront les moyens de le faire. Il y a combien d'habitants au Karabakh? Enfin, disons en temps normal, si je puis dire. Je sais pas si 150 000, officiellement 150 000, mais ils étaient quand même relativement moins nombreux, je crois, lorsque la guerre a commencé. Ils étaient à peu près 125 à 130 000, et parmi lesquels 90 000 réfugiés, sur lesquels parmi 50 000 à peu près sont rentrés donc, à Stepanakert, à Maltaket, dans les autres villes du Haut-Karabakh. La question des réfugiés arméniens de Bakou aussi n'est pas réglée, puisque la plupart, bon, ils se sont retrouvés en Russie, en Arménie, ils n'ont pas pu trouver forcément une situation confortable, mais c'est aussi un traumatisme pour eux d'avoir dû abandonner. Donc, faut pas oublier hein, que on parle quand même de peuples qui cohabitent ensemble depuis des siècles et le nationalisme azerbaïdjanais s'est structuré par rapport non pas aux Russes, mais aux Arméniens, qui est un peu le miroir déformé de ce qu'ils sont. L'Azerbaïdjan est un pays fascinant, mais un pays complexe, qui est traversé par plusieurs sphères culturelles différentes. Ils sont turcophones, mais ils sont chiites, ils ont beaucoup de liens avec l'Iran, ils sont laïcs, sécularisés, etc. Ils ont changé d'alphabet 3 fois en un siècle. Les Arméniens apparaissent comme un bloc monolithique avec 3000 ans d'histoire, de civilisation et surtout le fait que les Arméniens en fait étaient beaucoup plus à l'aise historiquement à Bakou et à Tiflis qu'à Erevan. À l'inverse, Erevan, il faut le dire aussi, même si ce n'est pas très agréable pour les Arméniens, en 1918, c'était une ville qui était à forte population tatar, musulmane. Donc tout ça, en fait, entretient, si vous voulez, certains traumatismes, un certain culte une certaine injustice, de chacun revendique, si vous voulez, une tragédie. Et tout cela participe aussi au fait qu'on parle d'États-nations qui ont été construits de façon chaotique sur les décombres des empires et que les Arméniens n'étaient pas prêts à vivre n'étaient pas préparés psychologiquement à vivre dans un État-nation puisqu'ils sont plus à l'aise dans des empires comme on l'a vu l'Empire ottoman. Les Arméniens étaient en symbiose, même si c'est malheureusement mal terminé, mais comme il y avait une élite arménienne dans l'Empire ottoman, une élite arménienne dans l'Empire russe, à l'inverse, ça a été bien moins à l'aise dans les frontières rétrécies de cette république arménienne du Caucase qui a survécu jusque-là. Bon. Nous prenons une dernière question, François, si elle existe. Il y a une question sur
les Azerbaïdjanais chassés d'Arménie, 150 000 Azerbaïdjanais chassés d'Arménie. Moi, j'ai un autre chiffre. Moi, j'ai le chiffre de 110 000 réfugiés azéris qui ont quitté l'Arménie entre 88 et 91 et à peu près 200 à 300 000 Arméniens qui ont fui l'Azerbaïdjan. Ben oui, ils ont craint pour leur sécurité. Ils ont eu crainte, ils ont eu peur pour leur. Question classique, oui. Tout à fait. Et puis c'était dans le cadre des chassés-croisés justement consécutifs au pogrom anti-arménien. J'ai pas connaissance des pogroms perpétrés contre des Azyris, mais les Azyris entretiennent en fait une certaine mystique, en tout cas un récit qu'ils ont au sujet d'un massacre qui s'est produit dans la ville de Khojaly pendant la première guerre du Karabakh et qui reste à élucider puisqu'ils accusent la partie arménienne d'avoir commis ce massacre alors que d'autres observateurs indépendants relativisent l'ampleur de ce massacre et présentent comme un génocide. Toujours est-il que l'Azerbaïdjan développe une diplomatie du caviar fort de ses ressources conséquentes, comme on l'a vu vis-à-vis de la Turquie. Hein, c'est quand même un investisseur très important en Turquie, mais aussi en Europe où elle arrive à retourner une certaine opinion publique via justement Solovig. Et une des cibles de la diplomatie du caviar azerbaïdjanaise, c'est effectivement la diaspora arménienne, parce qu'on parle quand même d'une diaspora arménienne qui est relativement bien structurée aux États-Unis et en France, qui sont tous les deux gros présidents du groupe de Minsk, et ça constitue un obstacle majeur pour le lobby azerbaïdjanais dans la guerre qui mène contre l'Arménie. Cette guerre, elle se traduit bien entendu non pas uniquement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan médiatique, sur le plan culturel. Il y a une vraie guerre aussi en place sur le patrimoine, puisque vous avez des monastères chrétiens arméniens qui sont maintenant passés sous contrôle azerbaïdjanais, et les Azerbaïdjanais ont à cœur de gommer toute trace de l'héritage du patrimoine arménien en inventant une filiation imaginaire avec le royaume de l'Albanie caucasienne, qui est un royaume chrétien antique très proche des Arméniens, qui s'est assimilé avec les Arméniens justement. Et donc c'est un débat qui a lieu aujourd'hui, qui est un nouveau débat au fait, un débat sur une guerre, on va dire, sur le patrimoine, sur donc la revendication d'une filiation, d'un droit historique à occuper ces territoires. Bien, on va peut-être, parce que pour Jean-Luc. Oui, je pense que nous allons arrêter là nos échanges en vous remerciant une nouvelle fois, mais cette fois-ci un remerciement final pour tous ces éclairages, toutes ces données, toutes ces perspectives de réflexion aussi sur cette situation politique qui finalement, l'un et l'autre, vous l'avez souligné, reflète aussi des situations nombreuses dans le monde contemporain et donc est à suivre. Je ne dis pas à titre d'exemple, bien sûr, mais comme un élément de compréhension des conflits qui divisent aujourd'hui notre planète. Alors, traditionnellement, à la fin de ces mardis, il me revient d'annoncer le prochain mardi d'éthique publique. Ce sera donc le 2 février. Et ce sera un mardi co-organisé avec le CERAS, le Centre de recherche des Pères jésuites, et qui sera consacré, je n'ai pas encore le titre exact, mais plutôt aux questions de transition écologique. Nous reviendrons sur ces sujets qui nous préoccupent beaucoup aujourd'hui. Et puis, vous pouvez trouver un article donc, de Tigrane dans la revue Études. Et n'oubliez pas d'écouter, de réentendre, en tout cas de vous remémorer l'appel du Père Grieux au début de ce mardi, de cette soirée. Nous ne pouvons organiser ces soirées que grâce à votre soutien et nous vous en remercions. Voilà, au revoir à tous. Je signale aussi des articles de Bayram dans la revue Études. Merci, et à passer et probablement à venir. Merci par avance. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup.